mais j'ai davantage envie de vous parler du futur et de vous démontrer que les investissements dans ces marchés continueront à bonifier le rendement des portefeuilles pour plusieurs années encore. La plupart des gens qui lèvent le nez plus ou moins sur les placements dans les marchés émergents ne réalisent pas vraiment, à mon avis, l'ampleur et l'impact de leur réveil économique. Les consultants McKinsey et compagnie ont réalisé en 2012 une étude fort intéressante sur le sujet. La révolution industrielle, disent-ils, est largement reconnue comme étant un des événements marquants de l'histoire économique. Mais que, selon plusieurs mesures, l'importance de cette transformation fait piètre figure par rapport à la méga-tendance clé de notre époque, soit l'arrivée d'une nouvelle classe de consommateurs dans les pays émergents longtemps relégués à la périphérie de l'économie globale. Les deux événements méritent la comparaison. La révolution industrielle, qui s'est amorcée au milieu des années 1700, a pris quelques 2 siècles pour prendre toute son ampleur. L'Angleterre, soit le berceau de la Révolution, a dû attendre 150 ans pour voir son PNB par habitant doubler. Aux États-Unis, le lieu du deuxième stage de la Révolution, il en a fallu 50 ans pour obtenir les mêmes effets. Donc, 150 ans en Angleterre, 50 ans aux États-Unis. Un siècle plus tard, lorsque la Chine et l'Inde s'industrialisèrent, les deux nations ont vu leur production per capita doubler en 12 et 16 ans respectivement. 150 ans, 50 ans, 12 et 16 ans. Mais plus encore, l'Angleterre et les États-Unis ont commencé leur industrialisation avec des populations d'environ 10 millions de personnes chacune, alors que la Chine et l'Inde ont pris leur envol économique avec quelques 1 milliard de personnes chacune. Par conséquent, les deux principaux pays émergents connaissent une accélération économique 10 fois plus importante que celle de la révolution industrielle sur une échelle 100 fois plus grande, résultat en une force de frappe économique qui est 1000 fois supérieure. Pendant des siècles, moins de 1 de la population mondiale avait suffisamment de revenus pour faire autre chose que de subvenir à ses besoins vitaux. Mais au cours des derniers 20 ans, l'urbanisation des pays émergents, entre autres, a propulsé la croissance dans les économies émergentes et a plus que doublé les rangs de la classe des consommateurs, à 2,4 milliards de personnes. D'ici une douzaine d'années, McKinsey estime que ce chiffre aura presque encore doublé à 4,2 milliards de consommateurs sur une population mondiale de 7,9 milliards. Pour la première fois dans l'histoire du monde, le nombre de consommateurs excédera le nombre de personnes luttant pour satisfaire leurs besoins de base. Dans une douzaine d'années, la consommation annuelle dans les pays émergents va passer de 12 trillions de dollars annuellement à 30 trillions de dollars et comptera pour 50 de la consommation mondiale. Par conséquent, les consommateurs des marchés émergents seront devenus la force dominante de l'économie mondiale. Dans 15 ans, 60 des quelques 1 milliard de ménages qui auront un revenu annuel supérieur à 20 000 $ par année vivront dans les pays émergents. Menant la charge se trouve une génération de consommateurs dans la vingtaine et jeune trentaine qui sont confiants que leurs revenus augmenteront, qui ont de grandes aspirations et qui sont prêts à dépenser pour les atteindre. Crédit Suisse a publié en 2012 une étude sur la richesse mondiale. La richesse est un des piliers du système économique, stimulant la croissance économique, l'accumulation de capital, les tendances dans la consommation et le prix des actifs. Présentement, ça prend des actifs nets de dette de 3 700 $ pour faire partie du top 50 mondial. Je crois qu'il y a pas mal de gens dans la salle qui sont riches. Après des années difficiles, suite à la crise financière de 2008, occasionnant des chutes de valeur dans les marchés boursiers et immobiliers, elle s'attend à ce que la richesse mondiale des ménages progresse de quelque 50 % au cours des prochains 5 ans. Crédit Suisse s'attend à une amélioration importante du rang des économies émergentes dans la distribution géographique de la richesse. Le cas de la Corée du Sud, où j'étais pour 3 jours il y a 2 semaines, est frappant. Sa richesse d'ici 5 ans devrait augmenter dans la même proportion que celle des États-Unis en 16 ans à partir de 1905. La Chine peut se comparer aux États-Unis de 1970.
Au rythme où vont les choses, la Chine devrait atteindre d'ici 5 ans le niveau de richesse réel que les États-Unis avaient en 1992. Donc un saut de 22 années américaines en seulement 5 années chinoises. Dans les 100 ans entre 1950 et 2050, la population mondiale va subir une transformation structurelle irréversible dans sa façon de vivre. Attirée par les opportunités économiques, sociales et de style de vie supérieurs provenant de l'habitation urbaine, la population mondiale va migrer des espaces ruraux vers les villes. En 1950, 70 de la population mondiale vivait en région rurale. En 2050, 70 de la population mondiale vivra en ville. Selon Crédit Suisse, plus de 50 de la population mondiale vivra dans des villes des pays émergents. En 2012, la population des villes du monde a augmenté de 65 millions de personnes, autant que la population totale de la France, avec 90 de cette croissance venant des pays en développement, alors que ceux-ci favorisent la migration vers les villes comme voie à leur prospérité économique. Dans les pays en développement, une tendance forte se dessine vers la création d'agglomérations de plus en plus grandes. La proportion des villes de 1 à 5 millions de personnes est la catégorie de taille qui connaît la plus forte croissance. Dans moins de 10 ans, la Chine comptera 121 villes de plus d'1 million de personnes, l'Inde 58, les États-Unis 46. Typiquement, lorsque la population urbaine augmente de 5 il y a un gain de l'activité économique per capita de 10 Il est critique que les gouvernements des pays qui connaissent un grand essor de population urbaine adoptent des politiques adaptées de la planification urbaine avec les investissements appropriés et infrastructures à des efforts en unités d'habitation abordables. Tout cela afin de libérer le potentiel économique d'un tel changement dans le style de vie de sa population. Crédit Suisse a estimé le nombre additionnel d'unités d'habitation à construire d'ici 2030. Sans compter le remplacement ou la rénovation d'unités d'habitation existantes, qui en soi est un chiffre très élevé, elle estime que pour un groupe sélect de 12 pays en voie de développement, représentant 61 de la population mondiale, il faudra construire un minimum de 250 millions d'unités d'habitation additionnelles en moins de 20 ans. Pour donner une idée de l'activité de construction que cela représente, disons simplement que ça équivaut à environ 250 ans de construction au rythme annuel des mises en chantier aux États-Unis. Tout cela en 20 ans. Et on ne parle que de la construction d'unités d'habitation, pas des autoroutes, des trains haute vitesse, des aéroports, des systèmes de transport en commun, pas plus que des installations génératrices d'électricité et de distribution, de gaz, d'eau fraîche, de drainage, d'égouts et d'usines de traitement. Pour les mêmes 12 pays mentionnés ci haut, on parle de la construction de 11 500 aéroports, 2,1 millions de kilomètres de chemin de fer et 600 000 kilomètres d'autoroutes. C'est comme si ces pays devaient bâtir une autoroute entre Montréal et Vancouver 162 fois. Des chiffres qui dépassent l'entendement et pour lesquels il n'y a aucun comparable dans l'histoire. Tout cela en 20 ans. Un énorme stimulant de croissance économique. L'histoire de croissance remarquable depuis 10 ans des pays émergents est donc loin d'être terminée. On peut même dire qu'on est plus proche du début que de la fin. Comme l'a dit MRB Partners, il faut probablement mieux investir dans les pays émergents que dans les pays submergents. Revenons au Canada quelques minutes. Depuis le milieu de 2009, le marché boursier canadien sous-performe la bourse américaine. Peut-on déceler une tendance lourde qui est en train de changer et qui fait contraste à la performance relativement exceptionnelle du Canada au cours des années 2000? Nous croyons que oui. Le Canada fera face à de nombreux vents de face structurels au cours des prochaines années. L'incertitude quant au prix des ressources naturelles, la force du dollar canadien et le niveau très élevé de l'endettement des ménages sont les principaux. Le Canada a historiquement été dépendant de ses ressources naturelles et son marché boursier sensible au cycle des prix des ressources.
Depuis la fin des années 90, le poids des ressources naturelles dans ces exportations a augmenté substantiellement. 45 de toute la capitalisation boursière de la Bourse de Toronto est représentée par les seuls deux secteurs de l'énergie et des matériaux. Avec la poursuite de l'émergence économique de plusieurs pays, dont la Chine, en plus des besoins massifs de mise à niveau des infrastructures en Occident, il est clair que la demande en ressources naturelles du monde n'est pas menacée. Par contre, il serait surprenant que la croissance de cette demande et l'impact sur les prix qu'elle a connus depuis une quinzaine d'années soient maintenus. Ainsi, la portion de la surperformance de la Bourse canadienne liée au secteur des ressources sera probablement moins en évidence dans les prochaines années. Le dollar canadien a certes profité du dynamisme du secteur des ressources. Sa remontée depuis une dizaine d'années est remarquable, en particulier face au dollar américain. Ceci explique en partie pourquoi un investisseur canadien qui a investi aux États-Unis depuis 10 ans y a perdu sa chemise. Non seulement il n'a pas fait d'argent avec ses titres américains, mais en plus, il a perdu quelques 50 sur la variation du taux de change. Mais maintenant, avec un dollar canadien au pair face au dollar américain et en bonne posture face à l'euro, il n'est pas évident que notre devise contribuera autant au cours des prochaines années à enrichir nos performances. D'autant plus que non seulement le secteur des ressources sera moins performant, mais aussi nos exportateurs, dans d'autres secteurs, peinent à supporter la compétition avec notre devise au pair. Auparavant, lorsque l'économie mondiale ralentissait, le dollar canadien souffrait, ce qui aidait nos exportateurs à compenser un peu pour la chute de volume. Mais aujourd'hui, ils vivent avec une économie anémique, mais doivent quand même composer avec un dollar élevé. Depuis 2001, le salaire canadien moyen, libellé en dollars américains, a augmenté de 120 et est maintenant 20 plus élevé que celui aux États-Unis, effaçant du coup notre avantage concurrentiel. Finalement, une des raisons de la meilleure performance relative de la Bourse canadienne a été son secteur financier, principalement à cause de sa relative stabilité en 2008. Ce n'est pas que nos banques allaient tellement mieux que les banques canadiennes dans les bonnes années, mais plutôt qu'elles ont mieux passé au travers des difficultés de 2008. Mais la maturité du système financier canadien, le manque d'opportunités de faire de l'argent avec des taux d'intérêt si bas, le marché immobilier canadien qui en est au début seulement de sa rationalisation et l'endettement très élevé des ménages canadiens font craindre que l'engin de performance absolue et relative du secteur financier canadien sera moins vigoureux dans les années à venir. Tout cela indique, je crois, qu'il faudra prendre garde à bien mesurer la répartition géographique de nos placements et à ne pas se laisser endormir par le confort apparent que procurent les placements domestiques. En conclusion, la hausse de l'endettement des ménages a été une des tendances économiques les plus constantes et répandues des derniers 30 ans. Les statistiques des pays du G7 montrent que ce phénomène a débuté vers 1975. Avant cette date, le ratio d'endettement sur revenus disponibles était resté relativement simple, stable dans le temps et entre les pays aussi, et rarement au-dessus de 75 %. Cette augmentation graduelle, mais accentuée depuis 2000, a culminé en 2008, où ce ratio avait doublé au Canada, aux États-Unis et en France. Il avait triplé au Royaume-Uni et multiplié par 10 en Italie. L'accès facilité au crédit, mais surtout la baisse généralisée des taux d'intérêt depuis 30 ans, a favorisé l'explosion de l'endettement des ménages. La crise de 2008 a certes freiné cette tendance. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, les ménages canadiens sont les plus endettés des pays du G7 et parmi les plus endettés au monde. Ce qui revient à dire que nous, Canadiens, profitons présentement le plus des taux d'intérêt très bas, mais que c'est aussi à nous que l'éventuelle remontée des taux fera le plus mal. Et maintenant que les ménages du monde occidental commencent à assainir leurs finances, c'est au tour des gouvernements de voir leur endettement exploser. Ce n'est pas seulement que le monde occidental emprunte sur la richesse future pour financer sa consommation courante, menant à un fardeau gigantesque pour la prochaine génération, mais aussi il réduit le potentiel de croissance future, rendant plus difficile pour la prochaine génération de gérer cet héritage de dette. Tous les agents économiques devront participer au sacrifice à venir. Les créanciers devront prendre des pertes. Les riches devront payer plus d'impôts.
les salariés devront travailler plus et épargner davantage pour leur retraite. Les dépenses publiques devront être coupées, même si certaines d'entre elles seront haussées par le vieillissement de la population. Les gouvernements devront devenir plus petits et efficaces. Et comme ces problèmes n'affectent pas uniquement les pays développés, mais la croissance économique mondiale globale, les économies émergentes devront contribuer à la solution en consommant plus et en exportant moins. N'importe qui se serait endormi en avril 2005 et qui se réveillait aujourd'hui remarquerait quelque chose d'étrange. Le prix des 3 principaux points de référence des marchés financiers européens, soit le marché boursier, le prix des obligations et la valeur de l'euro, sont virtuellement au même niveau. Il serait raisonnable de croire que rien de spécial ne s'est produit au cours de ces 8 années de calme plat. Quelle erreur il commettrait alors qu'il aurait manqué une des grandes montagnes russes économiques et financières de l'histoire. En Europe, mais aussi un peu partout au monde depuis une douzaine d'années, les rendements du marché boursier ont été très fluctuants. Il est difficile de croire que la plupart des bourses de la planète viennent de connaître leur pire 12 ans à vie, malgré que les bourses aient vécu entre 2/3 et 80 de périodes de rendement positif. C'est que les périodes négatives ont été vraiment difficiles, avec 2 périodes en 2001 et 2002 et 2008 et 2009 où les baisses de marché avoisinaient les 50 à chaque fois. Rappelons qu'après une baisse de 50 ça prend une hausse de 100 pour revenir au même niveau. L'asymétrie des rendements en bourse mène à une conclusion évidente. C'est payant d'être optimiste en permanence si on ne sait aucunement où s'en vont les marchés boursiers, mais qu'on veut avoir raison la plupart du temps. Ça peut sembler bizarre comme objectif, mais ceux qui ne gèrent pas d'argent et qui ne font qu'en parler ont comme objectif d'avoir raison la majorité du temps. Le dommage à la réputation de manquer une correction de marché va disparaître de la mémoire collective des clients si elle est suivie par 4 bonnes recommandations. Être optimiste en parole rapporte 80 du temps depuis 12 ans, même dans un marché qui finit là où il a commencé. Par contre, pour les gestionnaires de portefeuille sérieux, l'objectif est différent. Avoir raison la majorité du temps ne donne rien si le client finit par perdre de l'argent en bout de compte. Prévoir ou bien gérer ce qui se passe dans l'autre 20 du temps peut faire une énorme différence. Mais est-ce possible de le faire? L'expérience empirique démontre que non, du moins pas de façon régulière. Personne ne peut précisément prévoir les directions du marché boursier. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vaut pas la peine d'essayer. Le fait que notre gestion de portefeuille sous-pondère depuis environ un mois le poids des actions au sein des portefeuilles est un signe de ces efforts de notre part dans le contexte risqué et volatile actuel. Nous pensons que les risques d'une correction sont plus élevés que ce que le marché assume et que la sécurité mérite une participation à nos portefeuilles plus grande qu'à l'habitude. Quelqu'un a déjà dit que les prédictions sont difficiles à faire, surtout celles qui portent sur le futur. Presque chaque conversation entre investisseurs avisés aujourd'hui inclut une reconnaissance que les stimuli massifs des banques centrales du monde finiront en larmes. Par contre, personne ne peut dire quand les larmes commenceront à couler. Dans son nouveau livre, Anti-Fragile, de Nassim Taleb, il dit que puisque de détecter la fragilité est beaucoup plus facile que de prédire et de comprendre la dynamique des événements, la mission tout entière devient donc réduite au principe central de quoi faire pour minimiser les dommages des erreurs de prédiction ou même de profiter de ces erreurs. C'est à cela qu'on s'affaire tous les jours. Merci.